Nouvelle couleur, nouveau tatouage, franchement là, niveau modification corporelle, on est vraiment pas mal. Hello à tous, bienvenue sur notre chaîne pour ceux qui nous découvrent avec cette vidéo. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes le système Nebora, nous avons 23 ans et nous voulons faire de cette chaîne un endroit assez sécure pour pouvoir témoigner et échanger nos expériences quant à notre vécu au quotidien vis-à-vis de nos troubles mentaux. Nous vous conseillons en amont de bien visionner la vidéo de présentation qu'on a faite de la chaîne. Pour nous c'est vraiment très important et ça pourra vraiment vous donner un aperçu de ce dont on va parler ou pas sur cette chaîne. C'est vraiment très important, allez la regarder avant celle-ci. Aujourd'hui nous allons reprendre les bases du TDI, du trouble dissociatif de l'identité, mais on va pas redire à chaque fois le terme, on va juste dire TDI. Donc cette vidéo sera sûrement assez longue, en tout cas plus longue peut-être que les autres, on sait pas, on verra. Mais en tout cas on ne se voit pas vraiment commencer à parler de notre vécu, de nos témoignages à nous, sans rappeler quelques bases en tout cas sur le TDI. Ça viendra après avec le TDAH et peut-être du coup l'autisme quand on sera un petit peu plus habitué, quand on sera sûrement diagnostiqué et quand on comprendra aussi comment on fonctionne parce que ça c'est un grand sujet. Mais en tout cas pour l'instant on va parler du TDI. Dans cette vidéo... Dans cette vidéo, du coup, on va aborder la façon dont se crée le TDI, donc seulement chez les systèmes traumagéniques, ça on l'avait bien précisé dans notre vidéo de présentation. On va aussi revoir quelques mots de vocabulaire sur la multiplicité en général, et on va brièvement voir le rôle que peuvent avoir les haltères. Installez-vous bien, bon appétit pour ceux qui regardent ça en mangeant, bon courage à ceux qui regardent ça ou qui écoutent ça du coup en faisant le ménage, et pour ceux qui regardent ça avant de dormir, on vous voit, les écrans c'est pas bien. Et c'est une TDAH qui dit ça. Petit disclaimer avant d'entrer dans le vif du sujet, on n'est ni psychologue ni psychiatre, on n'est vraiment pas médecin. Par conséquent, on ne parlera pas des signes cliniques qui sont évoqués par exemple dans le DSM-5 qui pourrait supposer que vous avez un TDI. Et d'ailleurs, tout ce qui est aspect scientifique et plus précisément médical, on se sent pas du tout à l'aise de parler sur le sujet, c'est vraiment pas notre domaine. Mais par contre, pour ceux que ça intéresse, on vous recommande vivement les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de Zeliana, qui est aussi un système, qui a elle aussi un TDI et qui fait un master ou qui a terminé son master, je ne sais plus, en neuropsychologie. Pour vous situer un petit peu comment se situe le TDI par rapport aux autres troubles dissociatifs qu'on peut rencontrer, on va utiliser la théorie de la dissociation structurelle. Alors dans la théorie de la dissociation structurelle, on retrouve 3 niveaux de dissociation qu'on appelle primaire, secondaire et tertiaire. Et le TDI en fait se situe dans le niveau le plus extrême de dissociation, donc le niveau le plus intense qui est le niveau tertiaire. Pour vous donner un petit peu un comparatif, dans le niveau primaire on retrouve tout ce qui est trouble de dépersonnalisation et de déréalisation, et dans le niveau secondaire on retrouve notamment la TDS. On va vous donner de brèves définitions de ces termes là, encore une fois sans aspect scientifique, on n'est pas du tout spécialisé sur le sujet. Le trouble de dépersonnalisation et de déréalisation est une expérience prolongée ou récurrente de détachement de son propre corps ou de son fonctionnement mental, habituellement avec l'impression d'être devenu un observateur extérieur de sa propre existence. Donc ça c'est la définition du MSD Manuals, on n'a vraiment pas su comment reformuler ça avec nos propres mots, on s'est dit que c'était vraiment une définition qui était assez claire. Si c'est pas clair du coup on est désolé, mais vraiment pour le coup on n'a vraiment pas su reformuler cette définition. Et la TDS, c'est un autre trouble dissociatif spécifié. C'est un trouble dissociatif qui ne respecte pas forcément tous les critères d'un trouble dissociatif de l'identité en particulier. C'est un trouble dissociatif qui ne respecte pas tous les critères qu'on peut retrouver par exemple dans le TDI. Par exemple, si vous voulez, on peut avoir un trouble qui se rapproche du TDI, mais du coup il y a des signes cliniques qui nous manquent pour valider que le fait que ce soit un TDI. Du coup on appelle ça un ATDS. Alors ça c'est vraiment un sujet dont pour l'instant on ne parlera pas, parce qu'encore une fois la TDS ça ne nous concerne pas, donc on n'est pas renseigné sur le sujet, mais on sait par exemple qu'il existe plusieurs types d'ATDS, donc c'est vraiment un sujet qui est très intéressant à explorer quand même. Nous juste on n'en parlera pas dans cette vidéo, c'est pas le sujet. Comment se forme le TDI? Donc le TDI c'est un trouble qui se structure dans l'enfance jusqu'à l'âge de 8 ou 9 ans, suite à des traumatismes violents et répétés. Alors pourquoi à l'âge de 8 ou 9 ans? C'est parce que à cet âge-là, normalement, l'enfant passe par ce qu'on appelle l'intégration identitaire. Donc en fait, toutes les parties qui composaient son début d'identité, sa base d'identité, vont s'intégrer pour n'en former qu'une seule. Cependant, lorsqu'un enfant est confronté à des traumatismes qui sont violents et qui sont répétés de surcroît, eh ben il arrive que l'enfant dissocie.
Alors la dissociation, c'est un mécanisme de défense qui est totalement naturel, que tout le monde peut avoir et que tout le monde a. Et tant qu'il ne prédomine pas ou tant qu'il n'est pas trop intense, trop présent et du coup qui devient trop handicapant, c'est sain. Si vous voulez des exemples de dissociation, ça peut être par exemple quand vous faites un petit discours avec vous-même pour savoir si oui ou non vous allez manger ce carré de chocolat à la fin de votre repas. Ou alors ça peut être par exemple sur le chemin du retour, si vous écoutez de la musique, en fait vous vous rendez pas compte que le trajet est passé. Ça c'est de la dissociation aussi, mais c'est totalement ok, c'est totalement normal. Il n'y a absolument pas à se faire du souci à ce niveau-là. Sauf que dans le cas de notre enfant qui subit ces traumatismes répétitifs, il va dissocier de plus en plus fréquemment, de plus en plus intensément. Et tout ça dans l'unique but de pouvoir survivre à ce qu'il est en train de subir. Du coup, les diverses parties identitaires qui devaient s'intégrer en une seule pour former la base de l'identité de l'enfant, qu'il continuera à construire tout au long de son adolescence et de sa vie de jeune adulte, etc. Toutes ces parties identitaires ne vont jamais s'unifier et vont rester chacune de leur côté. En conséquence, l'intégration identitaire ne se passe pas, ne se fait pas, et l'identité reste fragmentée. Ces parties identitaires, on les appelle des états alternatifs de conscience, et du coup le terme scientifique que l'on emploie, c'est le mot alter, les fameux alters dont tout le monde entend parler. Je ne veux pas dans les commentaires de blagues sur My Hero Academia s'il vous plaît. Et ces alters, ils cohabitent pour gérer la vie quotidienne de façon plus ou moins indépendante les uns des autres. Est-ce qu'il faut que les traumatismes soient forcément répétés pour dissocier? Non. Est-ce qu'en revanche il faut que les traumatismes soient répétés pour développer un TDI? Là on n'est pas tous d'accord. Je connais énormément de personnes qui disent et qui insistent sur le fait qu'il faut que les traumatismes soient répétés pour développer le premier alter et pour développer le trouble par la suite. Sauf que nous, on connaît des systèmes qui, dès le premier traumatisme, a développé son premier alter. C'est pour ça que nous, on n'est pas d'accord sur ce sujet-là. Après, encore une fois, on n'a pas l'aspect scientifique, mais de ce qu'on peut observer, c'est pas forcément le cas des traumas répétitifs. Par contre, de notre côté, il a vraiment fallu que les traumatismes soient répétés pour qu'on dissocie à tel point que on développe un TDI. La plupart du temps, il s'agit de traumatismes liés à la maltraitance infantile ou encore à des agressions sexuelles. C'est ce qui apparaît le plus souvent, en tout cas, dans ce que j'ai pu voir ou dans les témoignages que j'ai pu recevoir. Mais dans tous les cas, il n'y a absolument aucune hiérarchie dans les traumatismes. En fait, tant que la dissociation est suffisamment fréquente et importante pour développer le trouble, ça peut être n'importe quel traumatisme en fait. Par exemple, ça peut aussi venir du harcèlement scolaire qui aurait pu commencer particulièrement tôt. Le TDI, c'est un trouble dit adaptatif, c'est-à-dire qu'en fait le but est vraiment de montrer qu'on fonctionne, le but c'est vraiment de fonctionner et de faire comme si il n'y avait pas de trouble en fait pour le monde extérieur. Ce qui fait du coup que le TDI en fait c'est super discret, qu'il y a énormément de méconnaissance à ce sujet et surtout qu'il y a beaucoup de sous-diagnostics. Surtout si le système a tendance à bien masquer ou avant la conscientisation du trouble. Alors attention, ça veut pas dire que le TDI est forcément invisible totalement. On peut en tant que personne externe s'apercevoir qu'il y a des choses qui vont pas, ou même en tant que personne en se disant il y a des trucs qui vont pas chez moi, je suspecte un trouble dissociatif de l'identité. Mais en tout cas, le trouble est fait pour être réellement très discret. Dernière petite info et pas des moindres, le TDI a été inscrit dans le DSM-4 en 1994. C'est donc un trouble qui n'est pas si récent que ça. Alors par récent, j'entends les années 2010-2020 avec la venue du film Split, avec le Covid où tout le monde a commencé un petit peu à transmettre ses témoignages et à commencer à créer leur chaîne YouTube. Cependant, la compréhension et surtout l'acceptation de ce trouble sont encore très loin d'être acquises. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on fait cette chaîne. Alors, on va donner quelques mots de vocabulaire. Alors déjà, avant, on tient à préciser que la liste n'est pas du tout exhaustive. Il y a vraiment énormément de mots dans la multiplicité que nous n'avons pas mis, mais on pense que là, on a mis vraiment un peu l'essentiel et ça va déjà être assez lourd comme ça va être assez rapide, donc accrochez-vous. Un alter, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est une partie identitaire, c'est un état alternatif de conscience. Au minimum, il doit y en avoir deux et il n'y a pas de nombre maximum. Vous pouvez être 50, tout comme vous pouvez être 15, 6, 1000, voilà, il n'y a pas de nombre maximum. Le système, c'est tout simplement l'ensemble des alters en fait. On va parler maintenant du front, du cofront et de la co-conscience. Alors le front, c'est le fait d'être au contrôle du corps à un instant T et du coup d'être conscient de ce qui se passe du monde extérieur. Et j'insiste vraiment sur le fait d'être conscient à l'instant présent et d'être au front en même temps, parce que du coup le cofront, ça va être le fait que plusieurs alters soient au front en même temps, mais la co-conscience, c'est le fait qu'il y ait plusieurs alters qui soient en conscience en même temps, mais pas forcément au front. Le front stuck, c'est littéralement de l'anglais coincé au front, tout simplement. C'est vraiment pas une sensation très agréable à ressentir en tant que système,
et en fait il est vraiment impossible pour l'halter de partir du front. Même en essayant de switch, même en essayant de trigger d'autres haltères, c'est vraiment impossible. Et justement, on va parler de ce que veulent dire switch et trigger. Alors le switch, c'est le fait de passer d'un halter à un autre au front. Alors le trigger, c'est pas un terme qui est propre à la multiplicité. Tout le monde peut dire qu'il a été trigger par quelque chose, parce qu'en fait un trigger, c'est un déclencheur émotionnel. Ça va provoquer une émotion très intense chez quelqu'un. Alors ça peut être vraiment n'importe quoi et ça peut provoquer n'importe quel type de réaction ou d'émotion. Mais en tout cas, pour nous en tant que système, on trouve vraiment le mot trigger essentiel dans notre fonctionnement. L'inner world. Alors franchement, je pense que l'inner world, ça mériterait vraiment une petite vidéo à part entière tellement le sujet peut être vaste et complexe à aborder. Alors l'inner world, c'est le monde interne. C'est là en fait où les haltères vont quand ils ne sont ni en conscience ni au front. Tous les systèmes n'en ont pas et ça c'est important de le préciser. Et il y a des haltères qui ne se rendent pas compte qu'il y a un inner world. C'est le cas notamment chez l'autre qui peut être très sujet au fait d'aller dans l'inner, mais en fait quand il revient au front il s'en souviendra pas. Ça c'est vraiment un cas de figure qu'on a énormément rencontré. Alors moi perso, donc Hope, je suis l'hôte de mon système et personnellement je me souviens comment est mon inner quand j'y vais. Mais du coup on rappelle que tous les systèmes n'en ont pas, ce n'est pas obligatoire mais c'est tout de même assez fréquent chez son système d'en avoir un. Le flou. Ça c'est un truc aussi extrêmement pénible à ressentir. Alors il y en a qui n'utilisent pas le terme flou mais qui disent blend, c'est pareil en fait, c'est juste le terme en anglais. Et on parle de flou ou de blend du coup quand en fait il est impossible de savoir qui est en conscience et au fond. C'est absolument impossible d'identifier les haltères qui sont là. Dites-vous que quand on travaillait encore en restauration, il y avait vraiment des moments où on disait à nos collègues, je sais pas qui je suis, parce que nos collègues oui étaient au courant pour notre TDI. Et du coup pendant 3 jours de flou très intense, parce que Charlie à sa création a visiblement décidé de nous péter les noix, et ben on a eu 3 jours entiers non-stop de flou total où il était vraiment impossible de savoir qui était au front ou ne serait-ce qu'en conscience. Et on disait à nos collègues qu'on savait pas qui on était. Et la partie fun du truc, c'est que elle disait que ça se voyait et elle rigolait. Moi, je dis elle, mais on n'était pas exclusivement une équipe féminine à ce moment-là. Ouais, c'est il du coup. Le rôle d'un alter, c'est en fait la fonction qu'il va occuper dans le système, la raison pour laquelle il est là. Alors un alter peut avoir plusieurs rôles, peut changer de rôle également, il n'y a pas de règle à ça. Et on sait que beaucoup de systèmes n'utilisent pas ce système, sans mauvais jeu de mots, de rôle, dans le sens où ils n'attribuent pas de rôle à leurs alters forcément. Nous, on aime bien le faire et on trouve ça essentiel parce que ça nous permet de vraiment comprendre comment on fonctionne. On aime vraiment compartimenter les trucs et vraiment classer les trucs, sinon on est vraiment perdu et on sait pas du tout comment on fonctionne et pourquoi les haltères sont là. Et pour nous, c'est vraiment c'est une aide vraiment incroyable d'avoir ces rôles. Et enfin, les 2 derniers termes, on a le split, donc c'est le fait qu'un halter se divise, se scinde en 2 ou en plusieurs pour donner d'autres haltères. Et le processus inverse s'appelle la fusion. Alors ne vous inquiétez pas, quand on va donner des termes dans nos vidéos, même si on les a déjà donnés, au début on mettra quand même les petites notes, comme ça vous pourrez suivre, il n'y a pas de souci. Et également parce qu'il y a des termes qu'on n'a pas présentés dans cette vidéo, qu'on utilisera très certainement, on mettra des petites notes pour vous expliquer ce que ça veut dire tout simplement. Pas de panique. Les rôles des haltères. Ça mérite aussi une vidéo à part entière et on en fera des vidéos sur les rôles des haltères parce que c'est vraiment nécessaire. C'est vraiment très important pour nous de le faire. Les bubble tea c'est trop bon. Là on attaque vraiment un sacré sujet. On va se contenter de survoler du coup les rôles, on va donner des définitions vraiment très basiques parce qu'encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, notamment avec le fait que déjà on peut pas tout dire dans cette vidéo, vraiment ce serait beaucoup trop long. Ensuite on aura vraiment je pense une petite série de vidéos qui seront spécialement dédiées à ça, au rôle des haltères. On va vraiment rentrer en profondeur dans certains rôles, même voir dans tous peut-être ou pas, ça dépend parce que les memory holders par exemple ça... Alors, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire, en tout cas là comme ça de tête. Et surtout parce qu'il y a des systèmes qui classent, qui donnent de nouveaux rôles entre guillemets, enfin qui ont vraiment leur rôle très précis, etc. Du coup on peut pas tout mettre dans une vidéo, c'est pas possible. Donc pour les principaux rôles qu'on peut retrouver, et encore une fois ils ne seront pas tous là, c'est normal, on a en premier lieu le trauma holder. Je pense très honnêtement que quand on commence à se renseigner sur le TDI, le trauma holder c'est le rôle le plus instinctif, le plus intuitif qu'on peut avoir dans la tête. Parce que le trauma holder c'est un porteur de traumatisme. C'est celui qui va porter certains traumatismes pour que le système en entier ne soit pas trop perturbé par ces traumas. Et vu que le trouble dissociatif traumagène ça vient de traumatisme,
c'est hyper intuitif en fait de se dire ah les trauma holders en fait. On a aussi le protecteur qui protège de tout. On a des protecteurs qui peuvent protéger contre les menaces externes, qui peuvent protéger d'autres alters, qui peuvent protéger des émotions, qui peuvent protéger des gens en général. En tout cas, ils protègent. Dans la même veine, on a le caretaker qui du coup prend soin. Caretaker, ça veut dire prendre soin en anglais. Pareil, il peut prendre soin par exemple du corps à l'extérieur, il peut prendre soin de la maison, il peut prendre soin de notre santé mentale, ça c'est très important. Il peut prendre soin également d'autres alters, voilà, ça dépend. On a l'hôte qui est celui en fait qui est au front naturellement sans vraiment avoir de trigger, enfin il aura des triggers, hein, mais en tout cas c'est celui qui est au front sans forcément qu'il ait besoin de trigger. Et c'est celui qui la plupart du temps va s'occuper de la vie quotidienne. C'est un rôle qui est par conséquent hyper difficile à tenir parfois. C'est pour ça que dans certains systèmes il y a plusieurs hôtes et co-hôtes. Ensuite on a le persécuteur qui est selon nous l'un des rôles les plus méconnus, enfin pas méconnus dans le sens où on connaît pas le rôle, mais surtout le plus mécompris des rôles des alters. Ça c'est vraiment, on accentuera vraiment sur le sujet parce que pour le coup on a vraiment plein de choses à dire à ce sujet-là. Sans rentrer dans les détails, pour nous il existe plusieurs types d'alters persécuteurs. On a celui qui est hostile au corps et qui du coup lui fait du mal. On a celui qui est hostile au système mais aussi aux personnes externes, ou alors l'un des deux, ça fonctionne aussi. Et on a celui qui veut protéger à sa manière et qui le fait souvent de façon pas adaptée ou qui le fait de façon extrême. On a également l'alter social qui vient dans des situations sociales. Ça peut être au travail, ça peut être dans le domaine scolaire, universitaire, ça peut être à des réunions de famille ou alors aux soirées. Il vient dans des situations sociales. Nous par exemple on n'a pas d'alter social. Je crois pas en tout cas. Le gatekeeper gère l'accès à la mémoire, aux souvenirs, aux switch, aux fronts et parfois l'accès aussi à d'autres alters parce que les alters ne sont pas forcément au même endroit dans l'inner. Le little est un enfant et je sais qu'il y a énormément de systèmes qui utilisent le terme middle, c'est l'équivalent pour dire un alter adolescent. Nous par exemple c'est un terme qu'on n'utilise pas du tout. Le soother, j'ai pas envie de faire un accent anglais, ça va faire chelou. Le soother, lui, il calme les émotions, voire il peut les éteindre totalement. L'ISH, alors nous on n'utilisera que le terme ISH, pas le terme complet, et le terme complet c'est Internal Self-Helper. C'est un... Quel magnifique accent français. Mais ça me perturbe aussi de faire un accent anglais en vidéo, je sais pas, j'ai l'impression que ce sera pas compréhensible ou que j'aurai un accent de merde. C'est un alter qui aide exclusivement en interne et qui ne fronte jamais ou quasiment jamais. Ça l'empêche pas en revanche d'être là en co-conscience. On a l'alter sexuel, ça je vais vraiment passer brièvement dessus. Non, ce n'est pas un alter qui est là pour gérer les relations sexuelles, pas forcément, ça peut, mais c'est pas le cas de tous les alters sexuels et ça c'est un cliché pour certains qu'il faut vraiment débunk vite parce que c'est très irrespectueux les commentaires qu'on peut se prendre sur ça parfois. Un alter sexuel, c'est un alter qui résulte de traumatismes sexuels. Ça s'arrête là. D'ailleurs, chez nous, la plupart des alters sexuels sont aussi des trauma holders. Et enfin, le dernier rôle qu'on tenait à présenter, c'est l'alter abuseur. C'est notamment l'une des raisons pour laquelle on a décidé de lancer cette chaîne, c'est parce que les alters abuseurs on n'en entend jamais parler et pourtant ils sont d'une importance également capitale. Alors je sais qu'il y a des systèmes qui ont en horreur ce terme, pour nous voilà, c'est vraiment très différent des alters persécuteurs, mais en tout cas je trouve que c'est très important d'en parler. Je pense que c'est le rôle qui est le plus mécompris dans la multiplicité et surtout c'est le rôle dont personne n'ose parler. Encore une fois, on en parlera vraiment beaucoup plus en profondeur dans une autre vidéo qui sera vraiment dédiée sur ça avec pas mal de témoignages, donc là faudra faire attention sur cette vidéo, de toute façon on mettra des trigger warnings, y a aucun souci. Mais un alter abuseur, c'est un alter qui va rejouer un traumatisme de manière très différente du trauma holder. Généralement ça va être du coup de manière violente et très abusive. Chez nous on a plusieurs alters abuseurs par exemple. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un alter peut avoir plusieurs rôles. Nous par exemple la majorité des alters ont au moins 2 rôles et il peut aussi changer de rôle. Voilà, ça arrive. C'est tout pour aujourd'hui, je pense que la vidéo était déjà très chargée en infos donc on va s'arrêter là. La prochaine fois, on abordera l'arrivée d'un nouvel alter dans notre système et là, ça va vraiment être le début de nos témoignages de comment nous, on fait les choses. On va parler de pourquoi un alter peut se former, nous, ce qu'on fait pour accueillir un nouvel alter et aussi ce qu'on trouve qu'il est important de savoir et de communiquer avec l'alter en question. On espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ça vous a plu. Soyez gentils et patients avec vous-même, vous n'avez pas fini de guérir, d'apprendre et de vous améliorer. Des bisous!